Cap Réussir participe à la promotion des jeunes à travers leurs compétences. Notre mission est d'accompagner et orienter les jeunes au quotidien. C'est aussi organiser la rencontre avec les entreprises en quête de personnes qualifiées. Développer le concept un jeune compétent égale une valeur ajoutée pour la société. Notre ambition est de devenir un acteur de référence dans la promotion des jeunes compétents. Merci de me donner cette opportunité de m'exprimer dans ce projet. Donc moi je m'appelle Sayon Dambélé, j'ai 35 ans. Donc, je suis arrivé en France environ il y a 8 ans. Et donc j'ai un parcours classique de sciences sociales. Ensuite j'ai fait de la sociologie et de la sociologie de la santé. Et puis plus récemment j'ai fait un master en statistique et en démographie. Donc depuis quelques années je travaille dans un observatoire qui s'intéresse aux questions de drogue et addiction. Me retrouver à l'EFDT, ce n'a pas été un choix raisonné à la base. Donc quand j'ai fini mon master, j'avais des doubles compétences en analyse qualitative et en analyse quantitative. J'avais un pédigré sur tout ce qui est des questions de précarité sociale, de santé, etc. Donc j'ai écumé le marché de l'emploi et puis je me suis retrouvé à l'EFDT. En fait, j'ai deux types de collaboration à l'EFDT. Donc, il y a ce qu'on appelle des interventions internes. C'est que je travaille à l'observatoire, je participe par exemple à la rédaction d'ouvrages collectifs. Nous avons rédigé l'année dernière un ouvrage sur la cocaïne qui s'appelle « Cocaïne, données essentielles ». Cette année, nous avons écrit un gros ouvrage de 400 pages sur tout ce qui est addiction. Donc, ça s'appelait « Drogue et addiction ». Et puis à l'intérieur de l'observatoire, nous avions des missions internes de fonctionnement de l'observatoire. Alors il y a un deuxième volet qui est plus lié à l'extérieur, donc ce sont des collaborations institutionnelles qu'on peut avoir avec des partenaires extérieurs. J'ai coordonné une étude sur l'alcoolisation des jeunes à Paris il n'y a pas longtemps, financée par la mairie de Paris. Et puis sur le plan national, nous avons un réseau de sites, donc on a 7 villes en France qui surveillent un peu les phénomènes de drogue, tout ce qui est lié aux évolutions, aux produits, au contexte de consommation. Donc ils nous remontent ces informations et puis ces informations sont synthétisées en vue de la rédaction d'un rapport national. Donc à l'EFDT, je fais de la sociologie de la santé, je fais un peu de statistique, je fais de la collecte d'informations, de l'analyse de données et de la rédaction d'articles et puis de la valorisation des résultats. Le travail de chargé d'études, c'est un travail de production du savoir, hein, parce que nous sommes sur un segment délicat qui concerne les questions de drogue et addiction. Donc il faut savoir récolter de l'information, ce que c'est qu'une information. Pour cela, nous mettons en place un ensemble de techniques. Et l'une de ces techniques, c'est ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire que nous avions une sorte de... On a plusieurs canaux où les informations nous parviennent. Donc pour qu'une information soit crédible, pour qu'elle ait du poids, il faudrait qu'elle puisse être recoupée par différents interlocuteurs. C'est ce que nous appelons la triangulation. Donc c'est un élément central de notre travail au quotidien. Et j'ai coordonné aussi une enquête sur les usages de drogue en milieu rural en France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti d'une problématique. Aujourd'hui en France, la question de la périurbanisation du pays, c'est que de plus en plus, beaucoup de géographes, de politologues et de spécialistes en matière électorale par exemple, ont montré qu'on assiste en France depuis d'aucuns le datent depuis une dizaine d'années, à un déplacement de population. C'est que les grandes métropoles
sont en quelque sorte sont déguerpis un peu par une partie de la population française, généralement de gens simples, d'ouvriers, qui ont du mal avec la mondialisation. Cette question est revenue à différents niveaux et nous, en ce qui nous concerne à l'EFDT, on s'est posé la question de savoir est-ce que le monde rural, qui est un monde plus ou moins entre guillemets relégué, ne serait-ce que dans les médias, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que des consommations de drogue, quelle est l'ampleur de la consommation de drogue dans ces zones-là? C'était ça l'interrogation initiale. Et puis, pour vous faire une synthèse un peu, puisque on a écrit un pré-rapport et puis très bientôt on va publier un rapport sur ce sujet. Ce qui ressort de cette étude, c'est de dire que le monde rural en France, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de gamme de produits. C'est-à-dire que tous les produits qui sont consommés dans les centres urbains, que ce soit la cocaïne, que ce soit le cannabis, que ce soit même la kétamine, des hallucinogènes extrêmement dangereux, sont des produits qui arrivent dans ces zones-là. La seule différence que nous voyons, c'est aussi le mode d'approvisionnement. C'est-à-dire que si les grands centres urbains sont un peu le théâtre de réseaux criminels, de réseaux extrêmement professionnalisés, dans les milieux ruraux, ce qu'on appelle l'usager revendeur, c'est-à-dire que le produit arrive de façon certes le flux est tendu, mais avec une intermédiation assez simple, c'est-à-dire qu'un usager va en ville, il achète sa propre consommation et puis il en prend un peu plus et puis vient le revendre sur le champ. Et puis il y a une autre différence aussi qu'on a relevée, c'est que le contexte de consommation est un peu différent. C'est que la ruralité a une caractérisation, c'est le fait par exemple que les gens entrent en contact avec le produit fait par le biais de moments festifs, notamment les balles de campagne ou quelques regroupements de jeunes, etc. Mais l'information essentielle, c'est de dire que le monde rural est aujourd'hui irrigué par les mêmes problématiques d'addiction et de drogue que l'espace urbain. Et ça pose des problèmes, par exemple, de ce qu'on appelle dans le jargon de RDR, de réduction de risque, parce que la question du désenclavement se pose, parce que les structures de soins doivent aller vers ces populations-là qui ne sont pas toujours très enclines à venir se soigner. Donc voilà, ça débouche sur des problématiques nouvelles en matière de drogue en France. À cette question, moi j'ai envie de dire deux choses. Dans un premier temps, il y a un truc basique, hein, je ne serai pas original, il faut travailler. C'est qu'il faut travailler dans son domaine, travailler 2 fois plus que la moyenne des gens pour avoir un niveau de compétence au moins incontestable dans son domaine. Ensuite, ce qu'il faut quand même dire, pour ne pas se raconter d'histoire, il faut développer ou cultiver son réseau d'amis ou son réseau de connaissances. Parce que le monde du travail est fait comme tel, la concurrence est rude. Donc, au-delà des efforts intrinsèques qu'on peut faire pour approfondir son domaine, il faudrait, au gré de conférences, même quand on fait une formation, par exemple, garder des contacts avec les responsables de mention, de master, etc., relancer les gens, voilà. Et essayer, autant que faire se peut, d'élargir son carnet d'adresses, parce que ça nous crée des opportunités, ne serait-ce qu'en termes informationnels. À moyen terme, c'est capitaliser non seulement l'expérience professionnelle que je suis en train d'acquérir en France. Tout ça, je le capitalise pour un but que je me suis fixé depuis quelques années. C'est à la fin créer un cabinet d'études en Guinée sur tout ce qui est santé et développement. Donc ça, ce serait, on ne va pas dire à moyen terme, mais peut-être in fine, quoi. Donc, mais j'ai parallèlement un autre projet qui me tient à cœur, c'est que je suis à la tête je viens de mettre en place avec un ami un think tank, comme on le dit, c'est un cercle de réflexion sur la citoyenneté et le développement.
faut se poser une question simple. Moi, ça me vient toujours en tête, la fameuse formule de Kennedy qui disait ne vous posez pas la question de ce que l'État peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre État. C'est une formule assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que les jeunes attendent toujours que ça tombe du sommet. C'est vrai que les conditions minimales doivent être créées par l'État, par des organisations plus robustes, mais cette verticalité ne doit pas nous dispenser des efforts, ce que j'appelle des efforts horizontaux, c'est-à-dire c'est du travail personnel qu'on peut faire, c'est le sérieux dans les études, c'est approfondir son domaine, pas forcément d'ailleurs un domaine forcément académique ou de compétences particulières. Chacun dans son domaine doit persévérer et doit prendre conscience un peu de sa valeur sur l'échiquier national. C'est d'abord vous remercier de cette initiative. Toute chose qui peut d'une certaine façon aider à ce que les jeunes de ce pays soient vus, à ce que nous contribuions à apporter notre contribution à l'édification de ce pays, à son développement, toutes ces choses-là sont les bienvenues. Et de ce point de vue, je vous encourage assez vivement et je vous félicite de cette initiative-là.